bonnet carré des chasse-peaux, ne se mettent jamais en grève. Ah, mais ça ne finira donc. Bonnet carré des chasse-peaux, ne se mettent jamais en grève. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Alors ils nous font la leçon, ils prêchent l'ordre et la famille. La guerre a tué mon garçon, leur luxe a débauché ma fille. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. De ces détrousseurs inhumains, l'Église bénit les sacoches, et le bon Dieu nous tient les mains pendant qu'on fouille dans nos poches. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Mais un jour le ciel s'est éclairé, le soleil a mis dans mon rouge. J'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Mais parmi l'eau nous couche à bas, c'était sinistre au clair de lune. Quand on m'a retiré du tas, j'ai crié vive la commune. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Adieu martyrs de Saint-Henri, adieu nos châteaux en Espagne. Ah, mourons ce monde est pourri, on en sort comme on sort d'un bagne. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Je viens de la nuit qui souffre, la nuit où l'on souffre. Oui, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous. Nous apprenons, les Levalloisiens apprennent, voilà, par hasard, enfin mais heureusement, il y a le hasard qui fait bien les choses, il existait une crèche, la crèche Louise Michel, près du métro Louise Michel. C'est que Louise Michel, mais vous l'avez compris, c'est vraiment, Levallois c'est la ville de Louise Michel, il y a la personnalité de Levallois, c'est Louise Michel. C'est Balkany, c'est 1905, même avant. Donc une crèche en 1965, dans un autre sens. En 1965, la municipalité avec un maire communiste Parfait-Jean, voilà, a été élue et fait de ses priorités tout de suite, enfin l'ensemble du conseil, c'est une municipalité de gauche, de la gauche, la défense de l'enfance, de la culture, de l'éducation et le logement en particulier. Enfin, on peut prendre vraiment, voilà. Et donc, il y avait un terrain libre qui aurait dû être, qui devait abriter simplement un équipement public. Il décide tout de suite de construire une crèche. Ce sera la deuxième crèche de Levallois. Il n'y en avait qu'une qui d'ailleurs était à la Blanchette. Et donc, une crèche est construite et
à cette époque-là, il y avait 1% du budget qui était consacré, qui devait être consacré même par les artistes, à équiper, il faut voir l'époque, qui devait être consacré à l'art et à la culture, et des artistes étaient chargés de décorer des écoles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... C'est toujours vrai. Oui, ça existe toujours. Oui, ils l'ont pas enlevé ça. Et donc la mairie communiste, par présence du conservatoire. Bonne et carré des chasses pour ne se mettre jamais en grève. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Malheur, il nous faut. Les heures mêmes sont tremblantes, la mort est doux, conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Ça vole dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres dans tous les pauvres C'est Louise Michel. Aujourd'hui, par la simple évocation du nom de Louise Michel, nous représentons les combats qu'elle a menés pour les opprimés, pour les femmes, pour l'éducation, contre la colonisation et tant d'autres. C'est la militante infatigable que nous honorons, la combattante aussi, figure majeure de la Commune de Paris, mais qui malheureusement n'a jamais vu ses idéaux mis en œuvre. Alors pour elle, imaginons que la Commune de Paris soit sortie vainqueur des Versaillais en ce printemps 1871 qui avait pourtant si bien commencé. Imaginons. Imaginons que le soulèvement des Parisiens le 18 mars, scrupuleusement validé par des élections libres quelques jours après, n'ait pas été sauvagement écrasé après seulement 2 mois d'existence, laissant plus de 30 000 morts sur le pavé de la capitale. Imaginons qu'on ait laissé une chance à ce formidable moment démocratique et que les nombreuses communes de province, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Toulouse et bien d'autres, aient pu rejoindre et amplifier celles de Paris avant qu'on ne les tuât dans l'œuf. Imaginons enfin que les dirigeants de la commune, ainsi installés dans la paix, aient fait aux femmes la place qui leur était due, alors que dans la réalité, elles ne pouvaient même pas voter. Les communards auraient ainsi reconnu le rôle essentiel que les femmes avaient joué dans l'avènement de la République sociale. Rôle politique dans les clubs, où tous les citoyens pouvaient prendre la parole. Rôle militaire dans les combats, aussi bien que dans les soins aux blessés. Rôle social pour nourrir et maintenir le moral de la population assiégée et bombardée. Certes, cela fait beaucoup de si, mais dans ce scénario idéal, voire idéaliste, quel aurait été le rôle de Louise Michel élue au sein de l'Assemblée communale? Quelle délégation aurait-elle choisi? On parlait de délégation et non pas de ministère. Dans la commune, il n'y avait pas de ministre mais des délégués, révocables par l'Assemblée. De même, les élus de cette assemblée communale étaient révocables eux-mêmes par le peuple s'ils ne tenaient pas leurs engagements. Y a-t-il plus belle démocratie? Louise Michel aurait-elle choisi la délégation à l'enseignement pour mettre en œuvre le projet d'éducation laïque pour tous, filles comme garçons? Louise aurait été hautement qualifiée pour ce poste. Comme institutrice libre et laïque, elle appliquait depuis longtemps les méthodes les plus innovantes. Quelques années avant la commune, elle participa aussi à l'émergence des écoles professionnelles pour filles. En infatigable soutien aux plus démunis, elle aurait pu tout aussi bien prendre en charge les affaires sociales ou familiales. Aujourd'hui, nous dirions les solidarités. Les nombreux décrets de la commune dans ce domaine l'auraient bien occupé. Liquidation du mont-de-piété, pension alimentaire aux femmes plaidant en séparation, attribution d'une pension aux veuves, même non mariées, et aux enfants, y compris naturels, des gardes nationaux tués au combat. En écrivaine, poète, musicienne, grande lectrice et inlassable curieuse de tous les progrès scientifiques et techniques, elle n'aurait pas non plus refusé les affaires culturelles. En revanche, elle aurait sans doute refusé la délégation à la sûreté publique, c'est-à-dire à la police, sauf pour imposer l'interdiction de la prostitution. La condition des prostituées glorifiées, ce fut l'un des combats de sa vie. 120 ans après sa mort, la postérité de Louise Michel est grande et grandit encore. On lui reproche parfois de faire de l'ombre aux autres femmes de la commune. Je pense au contraire que sans elle, beaucoup seraient restés inconnus. Dans ses mémoires, Louise Michel cite de nombreuses femmes qui, à ses côtés,
ont milité ou enseigné sous Napoléon III, ont combattu pendant la Commune, ont survécu à la prison et à la déportation. Grâce à elles, à l'association des Amis de la Commune de Paris, nous pouvons continuer à raconter leur histoire et leur rendre hommage. Alors dans ce lieu, où elle rejoignit à quelques pas d'ici, au Carré des Pauvres, ses trois êtres les plus chers, Marianne, sa mère, Marie Ferré, sa compagne, et Théophile Ferré, son frère d'armes, nous pouvons clamer ensemble. Vive Louise Michel! Vive Louise Michel! Vive la Communarde! Et vive la Commune! Et vive la Commune! C'était celui qui avait fait celui là-bas, qu'on a vu avec le chat et l'enfant. Oui. Un sculpteur du XXe siècle. On l'a tué à coups de chasse-peau, à Coup coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse, et à tourner les bourreaux grands, ce soyez la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Comme Faucheur Adam Raté, comme on avale les cordes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leurs flots d'ignominie. Les maximes du camp, les du Mans ont maudit leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Bon, certainement moins connu que Louise Michel, qui a été néanmoins un compagnon de route aussi durant la Commune. Ferré, donc, c'était un militant blanquiste. Il a été poursuivi plusieurs fois sous l'Empire pour des délits politiques, traduit devant la haute cour de Blois en juillet et août 1870, dans un procès qui avait été intenté aux partisans de Blanqui et acquitté faute de preuves, mais après avoir été expulsé de la salle d'audience pour, je cite, extrême violence et insulte à la cour. Après la proclamation de la République, donc le 4 septembre 1870, il collabore à un journal qui s'appelle La Patrie en danger, c'est un journal, le journal de Blanqui, et il est membre du 152e bataillon de la Garde nationale de Montmartre. Il est délégué au comité central des 20 arrondissements et membre du comité de vigilance de Montmartre, justement aux côtés de Louise Michel et de Paul Minck notamment. Il dirige la défense des canons de la Garde nationale lors du soulèvement du 18 mars et il propose de marcher immédiatement sur Versailles, où se trouve l'Assemblée nationale et le gouvernement de tiers. Ce qui ne se fera pas, on pourrait peut-être dire hélas. Le 26 mars, il est élu au Conseil de la Commune par le 18e arrondissement. Il siège à la commission de sûreté générale dont il démissionne le 24 avril, mais il est immédiatement réélu. Alors c'est un petit peu biographique ce que je vous raconte, mais voilà, tout le monde ne connaît pas forcément le personnage, donc c'est important de rappeler quelques points. Le 1er mai, il est nommé substitut du procureur de la commune et le 13, délégué à la sûreté générale, et il vote pour la création du comité de salut public. Il donnera son consentement le 24 mai pour l'exécution des otages, parmi lesquels se trouve l'archevêque d'Arbois. Il va rester à son poste de combat après l'entrée des Versaillais dans Paris et on le retrouve le 28 mai qui se bat encore avec Varlin, Clément sur les dernières barricades du faubourg du Temple et de la rue de la Fontaine-au-Roi. La justice de Versailles va s'acharner sur lui. Elle se rend au domicile de sa famille à Levallois
On s'acharne contre sa mère, contre sa sœur. Il est finalement arrêté dans la nuit du 8 au 9 juillet, au 6 de la rue Saint-Sauveur, où il se cachait avec son frère. Son procès commence le 7 août, devant le 3e conseil de guerre. On l'accuse en particulier d'avoir donné, le 18 mars, l'ordre de fusiller, de livrer le général Lecomte, puis d'avoir incendié en mai le palais de justice, et surtout d'avoir émis un ordre non signé, qui s'appelait Flambée Finance, dont il est aujourd'hui établi que c'était un faux. Il s'en défendra avec dignité, et il déclare qu'il assumera lui-même sa défense, et il se contente de lire une déclaration très brève, qui se termine ainsi, je cite, « Membre de la Commune de Paris, je suis entre les mains de ces vainqueurs. Ils veulent ma tête, qu'ils la prennent. Jamais je ne sauverai ma vie par la lâcheté. Libre, j'ai vécu, j'entends mourir de même. Je n'ajoute pas un mot. La fortune est capricieuse, je confie à l'avenir le soin de ma mémoire et de ma vengeance. » Il est condamné à mort le 2 septembre, il refuse de faire appel à la clémence. Un rapport est soumis à la commission des grâces, mais celle-ci refuse de commuer sa peine, et Louise Michel va déployer les plus grands efforts pour le sauver, mais en vain. Théophile Ferré sera passé par les armes le 28 novembre sur le plateau de Satory, en même temps que Rossel et le sergent Bourgeois. Lissa Garay, donc le grave de la commune, décrit son exécution. Le jour pointait à peine, il faisait un froid noir. Devant la butte de Satory, 5000 hommes, sous les armes, encadraient 3 poteaux blancs, gardés chacun par un peloton de 12 exécuteurs. Le colonel Merlin commandait, réunissant les 3 caractères de vainqueur, de juge et de bourreau. Quelques curieux, officiers et journalistes, composaient le public. À 7 heures, les fourgons des condamnés arrivèrent. Les tambours battirent au champ, les clairons sonnèrent. Les condamnés descendirent, escortés de gendarmes. Rossel salua les officiers. Bourgeois, regardant ses apprêts d'un air indifférent, alla s'adosser au poteau du milieu. Ferré vint le dernier, vêtu de noir, le binocle à l'œil, le cigare aux lèvres. D'un pas ferme, il marcha au 3e poteau. Ferré jeta le bandeau, repoussa le prêtre qui venait à lui, et ajustant son binocle, il regarda bien en face les soldats. Donc ses restes furent inhumés au cimetière de Levallois, le 16 juillet 1881. Aidé par la sœur de Ferré et par son frère, Marie et Hippolyte, Louise Michel mena jusqu'au tournant du siècle un long combat pour entretenir sa mémoire. Alors, les amis de la commune m'ont précisé que la sœur de Ferré et son frère seraient inhumés également dans cette sépulture, mais on constate que ça ne figure pas. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de savoir. Voilà. Le fracas du canon s'entend à l'horizon, c'est la commune. Le fracas du canon s'entend à l'horizon, c'est la commune. Est-ce qu'on peut reprendre qu'on vient de proclamer chacune. Debout, debout, c'est la bataille. Debout, Paris tressaille. Le fracas du canon s'entend à l'horizon, c'est la tenaille. Ils vont faire à Femine